Une capture d'écran circule sur WhatsApp depuis quelques jours. Une phrase, simple, presque brutale, faites la capture d'écran. Son auteur affirme savoir quelque chose que personne n'ose dire tout haut. Il affirme que chaque nomination militaire de ces derniers jours obéirait à un seul objectif, préparer un passage de pouvoir. Est-ce vrai? Est-ce une intuition? Ou simplement la rumeur la plus logique dans un pays qui attend depuis 59 jours le retour de son président? La question reste entière. Et elle mérite qu'on la regarde en face, sans se précipiter vers une réponse. Partie 1. Ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Commençons par les faits. Les vrais. Ce qu'on peut dater, vérifier, recouper. Le 7 juin 2026, un communiqué de la présidence camerounaise annonce le départ de Paul Biya pour l'Europe. Le texte est court, presque routinier, un séjour privé, accompagné de son épouse Chantal Biya. Rien d'alarmant, à première vue. Le président a 93 ans, et ce type de déplacement n'est pas une nouveauté dans sa présidence. Mais les jours passent. Puis les semaines. Le 27 juillet, 50 jours se sont écoulés, exactement la durée de sa précédente absence remarquée, à l'automne 2024, qui s'était achevée par un retour très médiatisé le 21 octobre. Cette fois, pourtant, la date anniversaire passe sans annonce. Le compteur continue de tourner. Au 3 août, on est à 56 jours. Un record. Le plus long séjour hors du territoire depuis son arrivée au pouvoir, en 1982. Mais ce n'est pas tout. Car pendant que le silence s'installe à Yaoundé, plusieurs médias, dont le magazine Jeune Afrique, avancent que le chef de l'État séjournerait à Genève, dans un établissement privé. Le gouvernement dément fermement toute hospitalisation. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, confirme la présence du président en Suisse, sans en préciser la nature exacte. Aucune image récente. Aucune allocution. Aucun conseil des ministres depuis le départ. Alors, que doit-on en penser? Rien, pour l'instant, ne permet de trancher entre un simple séjour de repos prolongé et une situation plus sérieuse. Ce qui est établi, en revanche, c'est l'ampleur inédite du silence. Et ça, aucune version officielle ne le conteste vraiment. Et pendant ce temps, une autre pièce du puzzle bouge, discrètement, à des milliers de kilomètres de Genève. L'armée camerounaise. Partie 2. Une armée qui se réorganise. Une opposition qui s'inquiète. Fin juillet, un décret met fin à plus de 60 ans de service pour le général de division Hector Marichemo. Quelques jours plus tard, 5 colonels accèdent au grade de général de brigade. Parmi eux, un nom revient plus que les autres. Raymond Jean-Charles Bécot Abondo, jusque-là commandant de la garde présidentielle, propulsé au sommet de cette vague de promotion. Un nouveau chef d'état-major est également désigné. Sur le papier, rien d'illégal, rien d'inhabituel. Un chef de l'État a le pouvoir de nommer et de promouvoir au sein des armées. C'est une prérogative constitutionnelle, exercée à intervalles réguliers depuis 43 ans. Mais le contexte, lui, change tout. Car ces nominations interviennent alors que le président n'a pas remis les pieds sur le sol camerounais depuis près de 2 mois. Alors, forcément, la question se pose. Qui décide, concrètement, de ces mouvements? Sont-elles l'expression d'une volonté présidentielle réelle, actée à distance? Ou répondent-elles à une autre logique, portée par d'autres mains, au nom du président? Pour l'heure, aucun élément public ne permet de trancher. Du côté de l'opposition, le ton est plus tranchant. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce ce qu'il appelle une gestion du pays en télétravail. L'Union démocratique du Cameroun réclame des clarifications officielles sur l'état de santé du chef de l'État. Certains, plus loin encore, en appellent au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur une éventuelle vacance du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Car du côté du pouvoir, la version est tout autre. Le secrétaire national à la communication du parti au pouvoir balaie les critiques d'un revers de main, assurant que aucun vide institutionnel ne menace l'État. Le 3 août, le ministre de la Communication va plus loin. Il annonce un retour très bientôt, sans toutefois avancer de date. 2 camps, 2 lectures d'une même absence. Et entre les deux, un pays qui attend. C'est dans cette tension, entre soupçons et démentis, qu'est né le message qui a mis le feu aux réseaux sociaux ces derniers jours. Partie 3. Décryptage. Que vaut vraiment l'alerte sur Franck Biya? Entrons maintenant dans le cœur de cette affaire. Parce qu'au Cameroun, il y a une discipline qui progresse plus vite que la fibre optique, la fabrication de certitudes à partir d'informations incomplètes. Le message qui circule est spectaculaire. Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « selon certaines sources ». Il ne dit pas « cette information demande à être vérifiée ». Non. Il affirme. Il annonce. Il conclut. Et surtout,
Il ajoute cette phrase devenue presque mythique sur les réseaux sociaux. Faites une capture d'écran avant qu'il ne supprime. Ah, cette fameuse capture d'écran. Au Cameroun, dès qu'un message commence par « Faites une capture », il prend immédiatement un air de secret d'État. On dirait que le simple fait de sauvegarder une image lui donne automatiquement le statut de preuve historique. Comme si la mémoire d'un téléphone portable remplaçait désormais les archives nationales. À partir de ce moment-là, beaucoup ne cherchent plus à vérifier. Ils partagent. Ils transfèrent. Ils commentent. Ils ajoutent même parfois quelques détails qui n'existaient pas dans le document d'origine. Et en quelques heures, une hypothèse devient une vérité populaire. Puis une vérité populaire devient, pour certains, une vérité tout court. Pour comprendre pourquoi cette histoire a autant circulé, il faut revenir à un élément bien réel. Le 4 avril 2026, une révision constitutionnelle est effectivement adoptée. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une rumeur. Le texte modifie les règles de succession à la tête de l'État en réintroduisant le poste de vice-président. Et cette réforme constitue un changement institutionnel majeur. Jusqu'alors, les mécanismes prévus en cas de vacance du pouvoir reposaient sur une autre architecture. Avec cette réforme, un nouveau scénario devient juridiquement possible. Naturellement, dès qu'un nouveau poste apparaît, une question surgit immédiatement. Qui l'occupera? Et au Cameroun, lorsqu'une question reste sans réponse. Les réponses arrivent quand même. Mais elles viennent rarement des institutions. Elles viennent des réseaux sociaux. À peine la réforme est-elle connue qu'un document commence à circuler. Un décret. Numéroté. Tamponné. Présenté comme officiel. Avec tout ce qu'il faut pour impressionner. On y lit que Franck-Emmanuel Biya aurait été nommé vice-président, chef des armées et ministre délégué à la Défense. Autrement dit, le scénario est déjà écrit. Le casting est complet. Il ne manque plus que le générique de fin. Le problème, c'est qu'entre une belle mise en page et un véritable acte officiel, il existe parfois un monde. Plusieurs structures spécialisées dans la vérification des faits ont examiné ce document. Leur analyse converge. Le texte présenterait plusieurs incohérences juridiques. Certaines références essentielles manqueraient. La réforme constitutionnelle censée justifier cette nomination ne serait même pas correctement intégrée dans les visas du décret. Plus étonnant encore. Le document ne figure pas dans les canaux officiels connus de la présidence. Autrement dit, à ce jour, les vérifications disponibles concluent qu'il s'agirait d'un faux document. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car au Cameroun, une rumeur ne meurt pas simplement parce qu'on démontre qu'elle est fausse. Elle change de costume. Elle évolue. Elle s'adapte. Hier on disait, le décret est authentique. Aujourd'hui certains disent, d'accord, le décret est faux, mais il annonce peut-être quelque chose qui arrivera plus tard. Demain, peut-être entendra-t-on. Finalement, le faux décret disait vrai avant l'heure. Vous voyez le mécanisme? On ne discute plus du document. On discute désormais de l'intention supposée derrière le document. Et c'est précisément ce glissement qui mérite d'être observé avec prudence. Parce qu'une hypothèse reste une hypothèse. Même lorsqu'elle paraît crédible. Même lorsqu'elle circule beaucoup. Même lorsqu'elle est répétée 1000 fois. Le nombre de partages ne transforme jamais une affirmation en preuve. Sinon, les groupes WhatsApp seraient devenus des tribunaux. Et Facebook remplacerait les archives de l'État. Il faut également reconnaître une réalité. Le nom de Franck Biya circule depuis plusieurs années dans les analyses politiques. Des observateurs le présentent comme une personnalité susceptible de jouer un rôle à l'avenir. D'autres estiment au contraire qu'aucun élément officiel ne permet aujourd'hui d'affirmer un tel scénario. Ces débats existent. Ils sont publics. Mais ils demeurent des analyses et des spéculations tant qu'aucune décision officielle ne vient les confirmer. C'est précisément ici que beaucoup confondent possibilité et certitude. Parce qu'une chose est possible, elle n'est pas forcément probable. Et parce qu'une chose est probable, elle n'est pas automatiquement vraie. Cette nuance paraît simple. Pourtant, elle disparaît souvent dès que le téléphone commence à vibrer. Au Cameroun, un message transféré 10 000 fois finit parfois par inspirer davantage de confiance qu'un communiqué officiel. Pas parce que les citoyens refusent la vérité, mais parce que le manque d'informations détaillées crée un espace où chacun essaie de reconstituer le puzzle. Et lorsqu'il manque plusieurs pièces, l'imagination complète le dessin. Revenons maintenant aux nominations militaires. Oui, elles sont bien réelles. Oui, plusieurs officiers ont effectivement été promus. Oui, certains commentateurs observent que plusieurs promus seraient issus de la même région que le chef de l'État. Cette observation est régulièrement avancée dans le débat public. Mais attention,
Constater une origine géographique commune ne permet pas, à lui seul, de démontrer l'existence d'une stratégie politique particulière. Plusieurs explications peuvent être envisagées. Une logique de carrière, une logique opérationnelle, une logique institutionnelle, ou d'autres facteurs. À ce stade, aucune preuve publique ne permet de privilégier avec certitude une seule interprétation. Et c'est là que le journaliste doit résister à la tentation du raccourci. Parce que notre rôle n'est pas de choisir l'hypothèse la plus spectaculaire. Notre rôle est de rappeler ce que les faits permettent réellement d'affirmer. Le reste appartient au domaine des suppositions. Et les suppositions, aussi séduisantes soient-elles, ne remplacent jamais les preuves. Au fond, cette affaire du faux décret est presque plus intéressante que le décret lui-même. Pourquoi ? Parce qu'elle révèle une faiblesse devenue chronique. Lorsqu'un faux document paraît crédible, ce n'est pas uniquement parce que son auteur s'est imité un cachet ou une signature. C'est aussi parce que beaucoup de citoyens ont le sentiment de manquer d'informations officielles suffisamment détaillées pour distinguer rapidement le vrai du faux. Autrement dit, le faux prospère souvent là où le vrai communique trop peu. Et c'est peut-être la principale leçon de cette séquence. Dans un pays où chaque communiqué est scruté comme un texte sacré, où chaque silence nourrit 10 commentaires et où chaque document devient matière à débat national, la meilleure réponse aux rumeurs reste souvent la transparence. Non pas pour convaincre tout le monde, car il sera toujours impossible de convaincre tout le monde, mais pour permettre aux faits de reprendre la première place. Parce qu'au final, une démocratie solide ne se mesure pas seulement à ses institutions. Elle se mesure aussi à la capacité de ses citoyens à distinguer un document authentique d'un faux, et à la capacité des institutions à rendre cette distinction aussi simple que possible. Partie 4. Le grand art du silence. Quand la politique camerounaise parle par ses absences. Mesdames et messieurs, il existe des pays où la communication officielle consiste à répondre aux questions. Et puis, il existe des pays où la communication consiste parfois à espérer que les questions finissent par se fatiguer. Beaucoup d'observateurs décrivent la communication politique camerounaise comme particulièrement discrète sur certains sujets sensibles. Les autorités, elles, peuvent considérer que cette réserve est nécessaire pour préserver la stabilité des institutions. D'autres estiment au contraire qu'elle alimente les spéculations. Entre ces deux lectures, une réalité demeure. Lorsqu'une information importante tarde à être clarifiée, les interrogations se multiplient. Au Cameroun, le silence est presque devenu un personnage politique. Il n'a pas de bureau. Il ne prête pas serment. Il ne siège dans aucune institution. Et pourtant, il semble parfois assister à toutes les réunions. Il accompagne chaque communiqué. Il marche derrière chaque décret. Il s'assoit au premier rang de chaque conférence de presse. Et surtout, il répond rarement aux questions. Chez nous, il existe une formule devenue célèbre. Le président rentrera très bientôt. Ah, le fameux « très bientôt ». Cette expression mérite presque d'être inscrite au patrimoine linguistique national. Parce qu'elle possède une qualité extraordinaire. Elle ne donne aucune date. Elle ne fixe aucun délai. Elle ne peut donc jamais être réellement démentie. Demain peut-être, très bientôt. Le mois prochain aussi. Dans 2 semaines également. Le temps politique possède parfois une élasticité que même les horloges refusent de comprendre. Et pendant que cette formule poursuit sa carrière, les citoyens, eux, continuent de regarder les calendriers. Chaque matin ressemble au précédent. Toujours cette même question. Y aura-t-il aujourd'hui une apparition publique? Un discours? Une image récente? Une prise de parole? Ou simplement un communiqué supplémentaire? Et lorsqu'aucune réponse n'arrive, chacun recommence à interpréter. C'est là que commence ce que l'on pourrait appeler, avec un sourire, la République des indices. Dans cette République imaginaire, tout devient message. Une absence est un message. Une présence est un message. Un déplacement est un message. Un retard est un message. Même le fait qu'il n'y ait aucun message devient un message. Les Camerounais sont devenus, avec le temps, de véritables champions du décryptage. Nous regardons une photographie officielle comme d'autres regardent une scène de crime. Qui est assis? Qui est debout? Qui est à gauche? Qui est à droite? Pourquoi cette personne sourit-elle? Pourquoi celle-ci ne sourit-elle pas? Pourquoi cette chaise est-elle vide? Pourquoi cette autre est-elle occupée? À ce rythme, même la disposition des bouteilles d'eau finirait par susciter une analyse politique. Et il faut reconnaître une chose. Lorsque les informations sont rares, cette créativité devient presque inévitable. Parce que l'être humain déteste le vide. Lorsqu'on lui retire les explications, il fabrique des hypothèses. Lorsqu'on lui retire les certitudes, il construit des scénarios. Et lorsqu'on lui retire les réponses,
Il ouvre WhatsApp. Ah, WhatsApp. Cette immense université populaire où chacun devient expert entre deux notes vocales. Là-bas, un faux décret circule à la vitesse de l'éclair. Une capture d'écran devient une archive historique. Une voix anonyme devient une source proche du dossier. Et un cousin vivant à Bruxelles devient soudain spécialiste de la constitution camerounaise. Puis viennent les fameuses phrases magiques. J'ai reçu ça d'une personne très bien placée. Mon oncle connaît quelqu'un qui travaille là-bas. Je ne peux pas dire ma source. Et naturellement, plus la source est invisible, plus certains la trouvent crédible. Pourtant, dans une démocratie, ce ne sont pas les suppositions qui devraient guider le débat. Ce sont les faits. Les faits vérifiés. Les faits assumés. Les faits expliqués. Car lorsqu'une institution laisse un vide, quelqu'un finit toujours par le remplir. Et ce quelqu'un n'est pas toujours animé par la recherche de la vérité. Parfois, il cherche simplement des clics, des vues, des partages, ou de l'influence. C'est pourquoi la transparence n'est pas seulement une question de communication. C'est aussi une manière de protéger l'espace public contre les manipulations. Parlons maintenant d'un autre sujet qui revient régulièrement dans les discussions, le coût des séjours présidentiels à l'étranger. Divers médias ont avancé des estimations concernant les dépenses liées à l'hébergement de la délégation présidentielle durant cette période. Ces chiffres ont été largement commentés. Toutefois, en l'absence de données officielles détaillées permettant de les confirmer de manière indépendante, ils doivent être présentés avec prudence. S'ils étaient confirmés, ils nourriraient naturellement un débat sur les priorités budgétaires. S'ils ne l'étaient pas, ils illustreraient une fois de plus les conséquences d'un manque d'informations précises. Dans les deux cas, une même conclusion apparaît. L'absence de transparence laisse toujours davantage de place aux spéculations qu'aux certitudes. Et c'est probablement là le véritable coût du silence. Pas seulement un coût financier. Un coût politique. Un coût institutionnel. Un coût de confiance. Parce que la confiance est un capital. Et comme tout capital, lorsqu'on cesse de l'alimenter, il finit par diminuer. Conclusion, les faits parlent, le silence aussi. Au terme de cette analyse, revenons une dernière fois à ce que nous savons réellement. Nous savons qu'un séjour privé en Europe a été annoncé officiellement. Nous savons que plusieurs semaines se sont écoulées sans apparition publique du chef de l'État sur le territoire camerounais. Nous savons que des nominations militaires ont été publiées. Nous savons qu'une réforme constitutionnelle a créé le poste de vice-président. Nous savons également qu'un faux décret attribuant cette fonction à Franck Biya a largement circulé avant d'être contesté par plusieurs vérifications indépendantes. Voilà les faits. Autour de ces faits gravitent ensuite de nombreuses interprétations. Certaines évoquent une simple continuité institutionnelle. D'autres s'interrogent sur le fonctionnement concret du pouvoir durant cette période. À ce stade, ces interprétations ne peuvent être présentées comme des certitudes en l'absence d'éléments publics permettant de les confirmer. Et c'est précisément cette distinction qui mérite d'être préservée. Parce qu'un journaliste n'est pas là pour choisir le scénario le plus spectaculaire. Il est là pour rappeler où s'arrêtent les faits et où commencent les hypothèses. Une chose, cependant, semble difficile à ignorer. Dans toute démocratie, la confiance se nourrit d'informations claires, régulières et vérifiables. Lorsqu'elle manque, les citoyens cherchent naturellement à comprendre par eux-mêmes. Ils observent. Ils comparent. Ils interprètent. Non par plaisir de spéculer, mais parce qu'ils souhaitent donner du sens à ce qu'ils voient. Comme le dit un proverbe africain, quand le tam-tam se tait trop longtemps, le village écoute les échos de la forêt. Peut-être est-ce là l'une des leçons de cette séquence. Le silence peut parfois être perçu comme une stratégie. Mais il produit aussi des effets qu'aucune stratégie ne maîtrise complètement. Il laisse les interrogations grandir. Il ouvre la porte aux rumeurs. Et il complique la distinction entre le vrai, le faux et le simplement possible. L'avenir dira si les événements actuels relevaient d'une continuité administrative normale ou d'une période exceptionnelle de la vie politique camerounaise. En attendant, une exigence demeure. Continuer à examiner chaque nouvelle information avec méthode, sans transformer une intuition en preuve ni une rumeur en vérité. C'est cette démarche qui guide Caménews. Observer, vérifier, comparer, expliquer. Et rappeler, chaque fois que nécessaire, qu'en matière d'information, la prudence n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Si cette analyse vous a été utile, dites-nous en commentaire. Selon vous, une communication institutionnelle plus détaillée contribuerait-elle à réduire les rumeurs, ou pensez-vous que certaines informations doivent rester confidentielles pour préserver le fonctionnement de l'État? Abonnez-vous à Caménews, activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages,
et partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle peut nourrir un débat fondé sur les faits plutôt que sur les spéculations. Car, au final, dans toute démocratie, les institutions gagnent en force lorsque les citoyens peuvent comprendre ce qui est établi et reconnaître ce qui reste encore à démontrer.